Le rapport de police a qualifié la force de justifiée, mais la vidéo tremblante du téléphone portable raconte une autre histoire. Elia Cross, un pasteur de 73 ans, gisait brisé sur le trottoir, battu simplement pour avoir eu l'audace d'intervenir alors que les policiers harcelaient un adolescent effrayé. Ce que les policiers ne pouvaient pas savoir, c'est quel père ils avaient battu cette nuit-là. Pendant 8 ans, Cameron Cross avait disparu dans la nature sauvage, enterrant le soldat des opérations spéciales qu'il était autrefois sous des couches de silence et d'isolement. Mais un message vocal a brisé cette solitude soigneusement construite, « Ton père est à l'hôpital. » Ils l'ont presque tué alors qu'Elia se bat pour sa vie, son fils, dont il est séparé, revient dans un quartier systématiquement détruit par des hommes puissants, des hommes qui ne s'attendaient pas à ce que leur plan parfaitement orchestré les confronte à la seule chose qu'ils ne pouvaient pas intimider, un fils qui n'avait plus rien à perdre, armé des compétences nécessaires pour faire s'effondrer leur empire. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Si vous appréciez ces histoires, assurez-vous de vous abonner, car l'épisode spécial de demain est celui que vous ne voudrez certainement pas manquer. Les lumières fluorescentes du Walker S Corner Store bourdonnaient au-dessus de nous tandis qu'Elia Cross plaçait ses articles sur le comptoir. Il était presque minuit, mais ses yeux brillaient de détermination malgré l'heure tardive. Son petit tas comprenait du dentifrice, du savon, plusieurs paquets de chauffe-main et suffisamment de sandwichs pour nourrir au moins 10 personnes. « Monsieur Cross, ces courses de minuit vont être votre mort », a déclaré Maggie, la caissière, scannant chaque article avec une efficacité éprouvée. Sa voix portait la chaleureuse familiarité réservée aux clients réguliers. Elia rit, les coins de ses yeux se plissant derrière ses lunettes à monture métallique. À 73 ans, son visage était une feuille de route des voyages de la vie, ridé mais digne, patiné mais gentil. « Je suis trop vieux pour ces courses de minuit, Maggie, dit-il. Mais le refuge ne reçoit pas beaucoup de visiteurs aussi tard. » Il compta la monnaie exacte d'un portefeuille en cuir usé. Certaines personnes ne sortent que lorsqu'elles pensent que personne ne les regarde. Maggie hocha la tête, la compréhension brillant dans ses yeux. Tout le monde dans le quartier connaissait la routine d'Elia. Ancien pasteur, actuel pilier communautaire, ange de minuit pour ceux qui en avaient le plus besoin. Depuis 20 ans, il effectuait ses livraisons nocturnes au refuge pour sans-abri situé à 6 pâtés de maison de là. Faites attention en revenant, Monsieur Cross. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient ici, a prévenu Maggie. Elia chassa son inquiétude. Le Seigneur marche avec moi, Maggie. Il l'a toujours fait. L'air de la nuit se brisa brusquement alors qu'Elia descendait Gibson Street, des sacs en plastique suspendus à chaque main. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur les trottoirs fissurés. Certains bâtiments étaient fiers et restaurés aux peintures fraîches, nouvelles fenêtres tandis que d'autres restaient condamnés, attendant leur tour dans la renaissance inégale du quartier. En tournant sur Maple Avenue, des voix résonnaient dans une ruelle devant moi. Elia ralentit, plissant les yeux pour comprendre la scène. 2 hommes en civil avaient coincé un adolescent contre un mur de briques. Même de loin, Elia pouvait voir les mains du garçon trembler, ses yeux écarquillés de peur. « Je le jure, je n'ai rien. »« S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison », plaida le garçon, la voix brisée par la terreur adolescente. L'un des hommes se rapprocha. « Alors pourquoi as-tu couru ? Personne ne court à moins de cacher quelque chose. » Elia n'hésita qu'un instant avant de déposer ses sacs près d'un lampadaire. Certains instincts étaient plus profonds que la prudence. Il avait passé sa vie à se retrouver dans des situations difficiles. Ce n'était pas différent. « Bonsoir, messieurs », appela Elia en s'approchant avec un calme délibéré. « Tout va bien ici ?» Les 2 hommes se tournèrent brusquement, l'un grand et large d'épaules, l'autre plus petit et le crâne rasé. Ni l'un ni l'autre n'avait l'air satisfait de l'interruption. « Des affaires de police », dit le plus grand en brandissant un badge trop rapidement pour qu'Elia puisse le lire. « Avancez. » Elia maintenait son rythme mesuré, les mains visibles à ses côtés. J'étais juste inquiet pour le jeune homme. Il semble effrayé. L'adolescent pas plus de 16 ans, vêtu d'un sweat à capuche trop grand et d'un jean regarda Elia avec un soulagement désespéré. « Monsieur, s'il vous plaît. » intervint l'officier au crâne rasé. « Cela ne vous regarde pas. Je m'appelle Elia Cross. Je dirige le centre communautaire de Washington. Peut-être que je pourrais aider à arbitrer ce qui se passe ici. » Il se tourna vers le garçon. « Fils, est-ce que tu vas bien ?» Avant que l'adolescent ne puisse répondre, l'officier le plus grand s'interposa entre eux. « Vous interférez avec les affaires de la police, vieil homme. »
Dernier avertissement. J'essaie juste d'assurer la sécurité de tout le monde, dit Elia d'une voix ferme. Le garçon ne semble ni armé ni dangereux. Il correspond à une description, a lancé le plus petit officier. Maintenant, reculez avant de faire obstruction à la justice. Elia tenait bon, les mains toujours ouvertes sur les côtés. J'aimerais voir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Et j'aimerais savoir de quoi est soupçonné ce jeune homme. L'air changea. Quelque chose de dangereux apparut sur les visages des deux policiers. Courez, murmura Elia à l'adolescent. Le garçon s'est enfui, la peur le propulsant dans la rue plus rapidement qu'aucun des policiers ne pouvait réagir. Le plus grand jura bruyamment, tournant sa fureur vers Illy. Vous venez d'aider un suspect à s'échapper. C'est un enfant qui avait peur, rétorqua calmement Elia. Si tu as des raisons légitimes. Le premier coup surprit Elia, une paume ouverte contre sa poitrine, le faisant trébucher en arrière. Avant qu'il ait pu retrouver l'équilibre, le plus petit policier lui a saisi le bras, le tordant derrière son dos avec une force inutile. Vous êtes en état d'arrestation pour entrave, grogna l'officier, forçant Elia à se mettre à genoux. S'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Les mots d'Elia furent interrompus par un coup de poing dans les côtes. La douleur éclata de manière vive et immédiate. Tais-toi. Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion. Ce qui a suivi a été brutal et efficace. Les coups pleuvaient, calculés pour faire mal sans laisser de traces évidentes, sauf là où il s'en fichait. Elia a essayé de se protéger, mais son corps de 73 ans n'était pas à la hauteur de leur violence entraînée. Il entendit quelque chose craquer dans sa poitrine, goûta du sang. À travers ses yeux gonflés, Elia vit une silhouette qui observait dans l'ombre, un sans-abri, le téléphone partiellement levé, en train d'enregistrer. Leurs regards se croisèrent brièvement avant que l'obscurité ne recouvre la vision d'Elia. Ça suffit, dit finalement le plus grand des officiers. Faites-le disparaître. Ils l'ont traîné plus profondément dans la ruelle, ses talons raclant le béton, et l'ont jeté derrière une benne à ordures comme un déchet abandonné. La dernière chose qu'Elia a entendue avant qu'il ne perde conscience, c'est qu'un officier disait à l'autre, un autre vieil homme noir ne manquera à personne. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Riverside. Elia gisait inconscient, des machines émettant des bips constants à côté de lui. Son visage était presque méconnaissable, enflé et meurtri avec une fente qui lui traversait la lèvre inférieure. Un tube l'aidait à respirer et des bandages enveloppaient sa poitrine là où 3 côtes étaient fracturées. Dans la salle d'attente de l'hôpital, un petit téléviseur installé dans un coin diffusait les informations locales du matin. Un homme âgé a été hospitalisé hier soir après une confrontation avec des policiers dans le quartier de Gibson. Le présentateur a fait un rapport avec une neutralité pratiquée. Une vidéo a été diffusée montrant une partie de l'incident où les policiers semblaient se défendre contre un homme agressif qui avait gêné une arrestation. Les images étaient granuleuses et tremblantes, commençant seulement après qu'Elia ait été forcé à terre. Le contexte manquait, le début absent. Sans cette avance, on aurait dit que les agents retenaient quelqu'un qui ne voulait pas rester à terre. Les policiers impliqués avaient été mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Le présentateur a poursuivi, le syndicat de la police a publié une déclaration défendant les actions des policiers comme étant une force nécessaire contre un individu qui aurait aidé un suspect à s'évader. À 500 mètres de là, dans une cabane isolée nichée au milieu des pins, Cameron Cross était assis en train de nettoyer un fusil de chasse avec une précision méthodique. À 35 ans, son corps était une arme aiguisée par le service militaire, des muscles maigres, des mouvements précis et des yeux qui ne révélaient rien. L'intérieur de la cabine était spartiate. Pas de photographie au mur, un mobilier minimaliste, rien de personnel à part une malle dans un coin. Son téléphone était posé sur la table, ignoré. 15 appels manqués le mois dernier. Cameron n'a jamais répondu. Après 8 ans dans les forces d'opération spéciales, le silence des montagnes était devenu sa seule paix. Lorsque le téléphone sonna à nouveau, il faillit l'ignorer. Mais quelque chose son instinct, peut-être l'a poussé à consulter l'écran. Numéro inconnu. Cameron l'a laissé aller à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, la curiosité l'emporta. Il appuya sur play. Je m'appelle Thomas Washington. Vous ne me connaissez pas, mais je connais votre père. La voix était grave, urgente. Ton père est à l'hôpital. Ils l'ont presque tué. Hôpital Riverside, chambre 3007. Il n'y arrivera peut-être pas cette fois. La main de Cameron se resserra autour du téléphone.
8 années de détachement pratiquées ont légèrement craqué. Il se dirigea vers le coffre dans le coin, l'ouvrant pour la première fois depuis des années. À l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes non ouvertes, toutes adressées avec la même écriture soignée. En dessous d'eux, une photo, un jeune Elia avec ses bras autour d'un adolescent Cameron, tous deux souriants. Il y a toute une vie. Cameron a sorti une photo cachée dans une lettre scellée mais ne l'a pas encore ouverte. Au lieu de cela, il attrapa son sac polochon. 24 heures plus tard, il franchissait les portes de l'hôpital Riverside. Vêtu d'un jean et d'un t-shirt gris uni, son allure militaire était indubitable malgré les vêtements civils. Son visage ne montrait rien, ni peur, ni colère, ni chagrin, seulement une évaluation calculée. Alors qu'il s'approchait du poste d'infirmière, une femme âgée qui arrosait des plantes dans le couloir a laissé tomber son arrosoir, l'eau s'accumulant à ses pieds alors qu'elle regardait avec incrédulité. « Seigneur, aie pitié » murmura-t-elle. Cameron Cross. Il hocha la tête une fois, la reconnaissant à peine. « Nous ne pensions pas que tu reviendrais un jour, continua-t-elle doucement, pas après ce qui s'est passé avec ta mère. » La mâchoire de Cameron se serra légèrement, mais il ne dit rien, se contentant de prononcer « chambre 307 » en passant devant. L'unité de soins intensifs était étrangement silencieuse, interrompue seulement par les bips constants des moniteurs. À la porte de la chambre 307, Cameron marqua une pause. Son expression stoïque vacilla pour la première fois. L'homme dans le lit ressemblait à peine au père dont il se souvenait. Le visage d'Elia était un paysage meurtri de violet et de jaune. Sa respiration était superficielle malgré le tube à oxygène. Cameron s'approcha de la chaise de chevet avec une précision militaire. Il était assis avec rigidité, les poings serrés sur ses genoux. Pendant un long moment, il observa silencieusement la montée et la descente de la poitrine de son père. Finalement, d'une voix rauque due à la désuétude, il murmura « Je n'ai jamais pu dire que j'étais désolé. » Une voix de femme s'éleva de l'embrasure de la porte. « Il ne voudrait pas que tu sois désolé. Il veut juste que tu sois ici. » Cameron se tourna pour voir une jeune infirmière debout, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon pratique. Son badge indiquait Amamira. « Êtes-vous son médecin » a demandé Cameron. « Juste son infirmière » répondit-elle. « Mais je connais bien ton père. Il dirige un programme d'alphabétisation au centre communautaire où va mon petit frère. » Elle hésita, puis entra et ferma la porte derrière elle. « L'histoire officielle est fausse » a-t-elle déclaré. Les yeux de Cameron se plissèrent légèrement. « Ce qui s'est passé ? Votre père protégeait quelqu'un, un adolescent qui était harcelé par ses flics. » Elle fouilla dans la poche de sa blouse et en sortit une clé USB. « Mon cousin voit tout depuis son endroit près du magasin d'alcool. Il a capté la majeure partie de ce qui s'est passé. » Cameron prit le volant, ses doigts se refermant fermement autour. « Ton père protégeait encore quelqu'un, dit doucement Amamira. C'est toujours un héros, même si personne ne le voit. » Après son départ, Cameron est resté immobile à côté du lit. Le poids de la clé USB brûlait dans sa paume comme un charbon ardent. Le lendemain matin, l'aube était grise et pluvieuse alors que Cameron se promenait dans les rues de son quartier d'enfance. 8 ans avaient beaucoup transformé. Les dépanneurs autrefois familiers affichent désormais des enseignes de café artisanales. Les terrains abandonnés étaient devenus des immeubles d'habitation modernes, arborant les étendards d'une vie luxueuse. Pourtant, certaines poches sont restées épargnées par cette renaissance sélective. Il y avait des quartiers où la pauvreté se pressait encore sur toutes les surfaces. Le quartier d'Ily se situe au carrefour de ces deux mondes. Cameron a noté quels bâtiments étaient fermés et lesquels avaient des échafaudages suggérant une rénovation imminente. Le modèle était délibéré. Eh bien, je serai damné. Le fils prodigue revient. Cameron se tourna pour voir un homme s'approcher. Début de la trentaine, épuré mais avec des tatouages délavés visibles sur son décolleté. Quelque chose de familier dans sa position. Aaron ? La reconnaissance apparut dans les yeux de l'homme. Le sourire d'Aaron n'atteignit pas ses yeux. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi. Cela fait 1 minute. Tu as l'air différent. Ouais, eh bien, le vieil homme m'a sauvé, m'a mis en cure de désintoxication, m'a aidé à récupérer la garde de mon enfant, a déclaré Cameron. Aaron étudia son visage. Tu as disparu. Il n'y a eu aucune accusation, juste un fait. Cameron n'a rien dit. Comment va-t-il ? Demanda Aaron. Inconscient. Gravement battu.
Aaron secoua lentement la tête. Ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Pas bien du tout. Il regarda la rue de haut en bas avant de continuer. Ce garçon qui l'aidait, Marcus. Un bon garçon. Il travaille à l'épicerie le week-end. Je dois le retrouver. Cameron a déclaré, il a peur. Les policiers lui ont dit qu'il viendrait chercher sa famille s'il parlait. Aaron fit une pause. Mais il travaille aujourd'hui. Pierce's Market sur Westfield. Cameron fit un simple signe de tête en guise de remerciement. Ton père n'a jamais abandonné aucun d'entre nous, lui cria Aaron. Même pas toi. Le marché de Pierce était presque vide lorsque Cameron entra. Derrière la caisse, un adolescent dégingandé aux yeux nerveux scannait les articles d'une femme âgée. Cameron attendit, parcourant les conserves jusqu'à ce que le magasin se vide. Les mains du garçon tremblaient alors qu'il redressait les objets près de la caisse. Marcus, dit doucement Cameron, s'approchant lentement avec les mains visibles. L'adolescent se figea, les yeux se dirigeant vers la sortie. Je ne suis pas là pour te faire du mal, rassura doucement Cameron. Je suis le fils d'Elia Cross. La reconnaissance et le soulagement envahirent le visage du garçon, rapidement suivi par la honte. J'ai couru, murmura-t-il. J'ai couru et je l'ai laissé là. Il t'a dit de fuir, corrigea doucement Cameron. Ces flics, ils ont juste commencé à me contrôler sans raison. Je rentrais chez moi à pied depuis chez mon cousin, trembla la voix de Marcus. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont juste attaqué. Ton père est intervenu et m'a dit, cours, mon fils. Ne regarde pas en arrière. Alors, je l'ai fait. L'expression de Cameron resta neutre, mais quelque chose de féroce brûlait derrière ses yeux. Vous avez fait ce qu'il a demandé. C'est tout. Est-ce qu'il... Marcus n'a pas pu finir. Il est vivant, lui assura Cameron. Connaissiez-vous ces officiers? Les aviez-vous déjà vus? Marcus secoua la tête. Non, mais ils connaissaient mon nom d'une manière ou d'une autre. Ils m'ont appelé par ce nom avant même de dire quoi que ce soit. C'est ce qui était bizarre. Alors que Cameron retournait vers l'hôpital, son téléphone sonna. Cette fois, le numéro était familier. Il répondit sans un mot. J'ai entendu dire que tu étais de retour, dit une voix de femme, nette et professionnelle. Naomi. 8 années de silence se sont terminées par son ton aigu. Et maintenant tu te montres en train de chercher. Pourquoi exactement? Les paroles de sa sœur furent tranchantes. Absolution. Je suis là pour le vieil homme, dit simplement Cameron. Vraiment? Parce que tu n'étais pas là quand maman est morte. Tu n'étais pas là quand papa a reçu des avis de saisie. Tu n'étais pas là pour tout ça. Cameron n'a rien dit. Je serai là dans 1 heure. Ne disparais plus avant mon arrivée. Elle a raccroché. La cafétéria de l'hôpital Riverside était presque vide lorsque Naomi Cross entra. À 32 ans, elle bougeait avec détermination. Costume sur mesure, mallette à la main, ses yeux scrutant la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur son frère. Elle avait toujours ressemblé à leur mère, même menton déterminé, même regard analytique. Tu as l'air bien, proposa Cameron alors qu'elle s'asseyait en face de lui. Garde-le, répondit-elle. Naomi posa son téléphone sur la table, écran en cas d'appels importants. Quel est ton plan? Je n'en ai pas encore. Typique. Elle se pencha en avant. Pendant que vous jouiez à Mountain Man, j'essayais de maintenir ensemble ce qui restait de cette famille. Papa a refusé de quitter cette église, même lorsque le quartier a commencé à changer. Son peuple, corrigea doucement Cameron. Ne le fais pas, les yeux de Naomi brillèrent. Vous ne pouvez pas prétendre cela maintenant. Pas après votre départ. J'avais des raisons. Nous avons tous des raisons, Cameron. Nous n'avons tout simplement pas tous le luxe de disparaître à cause d'elle. Elle a sorti un bloc-notes juridique. 2 officiers sont en congé administratif, James Grigg et Peter Holt. Tous 2 ont des plaintes dans leur dossier, toutes mystérieusement rejetées. Je monte un dossier. Êtes-vous allé au commissariat? Bien sûr que oui. Ils m'ont fait obstacle, on dit que papa était combatif et interférait avec les affaires officielles de la police. Son stylo tapota contre le papier. J'ai besoin de cette vidéo dont ton amie infirmière a parlé. Cameron hésita. Je ne l'ai pas encore regardée. Eh bien, qu'est-ce que tu attends?
Noël? Naomi secoua la tête avec frustration. C'est ce que je fais, Cameron. Je suis avocat des droits civiques. Laissez-moi vous aider. Avant que Cameron puisse répondre, son téléphone s'est allumé et un numéro inconnu s'est affiché. Il a répondu, a écouté brièvement, puis s'est levé. Je dois aller au commissariat, dit-il. Je viens de te dire qu'ils ne m'aideront pas. Je ne cherche pas d'aide. Quelque chose de froid est entré dans sa voix. Je rassemble des renseignements. Le 5e quartier était abrité dans un bâtiment en briques qui était autrefois la fierté du quartier. Aujourd'hui, elle constitue une forteresse au milieu d'un environnement de plus en plus embourgeoisé. Cameron entra seul, Naomi attendait à contre-cœur dans sa voiture dehors. À la réception, Cameron a adopté une posture différente, moins militaire, plus civile. Je suis ici au sujet de mon père, Elia Cross. On m'a dit que je pouvais obtenir une copie du rapport d'incident. Le sergent du bureau leva à peine les yeux. Le traitement des rapports d'incident prend 5 à 7 jours ouvrables. Remplissez ce formulaire. Officier, mon père est en soins intensifs. J'ai juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'aurais dû y réfléchir avant d'interférer avec une arrestation. Le sergent poussa un bloc-notes vers lui. Remplissez-le ou partez. Alors que Cameron prenait le presse-papier, une porte s'ouvrit derrière le bureau. 2 policiers sont passés par là, l'un d'eux s'est arrêté lorsqu'il a vu Cameron. C'est toi le petit Cross? L'officier qui se tenait devant Cameron était trapu, les cheveux coupés courts et le regard dur et impitoyable. Sa plaque indiquait Grigg. Cameron croisa son regard uniformément. Je suis le fils d'Elia Cross. L'officier Grigg eut un sourire narquois, une lèvre courbe et cruelle. Un conseil, votre vieux aurait dû rester au lit là où il appartient. Le presse-papier tenu par Cameron se courba légèrement au seul signe visible de la rage qui couvait sous son extérieur calme. Merci pour la suggestion, répondit Cameron d'un ton neutre. Alors que Grigg s'éloignait en riant, Cameron a mémorisé chaque détail de son visage. Cette nuit-là, Cameron a dormi dans la modeste maison de son père pour la première fois en 8 ans. La maison était exactement telle qu'il se souvenait, des meubles usés, des murs tapissés de livres et des photographies éparpillées partout. Il s'agissait de photographies que Cameron avait évité de regarder pendant près d'une décennie. Dans son sommeil, le contrôle qu'il maintenait habituellement s'effondrait. Ses rêves sont devenus un mélange chaotique de souvenirs fragmentés, des coups de feu, un cri d'enfant, le poids lourd de son fusil. Soudain, il se réveilla haletant, les draps enroulés autour de lui, la sueur trempant sa peau malgré la fraîcheur de la pièce. Pendant un instant, il ne reconnut pas où il se trouvait. Puis la réalité est revenue, la maison de son père, sa chambre d'enfance. Le poids de la présence et de l'absence était tout aussi lourd. Le matin a amené une visite, une femme debout à sa porte, le visage tendu par l'inquiétude. « Je ne devrais pas être ici », dit-elle alors que Cameron la laissait entrer. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Elle était assise à la table de la cuisine, les mains étroitement jointes. « Mon oncle est Tom Grigg, le frère de l'officier Grigg. » L'expression de Cameron restait illisible, mais son attention s'est aiguisée. « Je pense qu'il a déjà fait des choses comme ça », a poursuivi Amamira. Lors des dîners de famille, lui et James plaisantaient sur le fait de nettoyer le quartier. Je pensais qu'il parlait d'un véritable crime. Maintenant, elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe scellée. Ton père a donné ça à mon oncle à l'église il y a 3 semaines. Je l'ai trouvé dans le bureau de Tom alors que je cherchais des timbres. L'enveloppe contenait des noms et des numéros de téléphone, rien d'autre, aucune explication. Je ne sais pas ce que cela signifie, a admis Amamira. Mais la nuit précédant l'attaque de votre père, mon oncle et l'officier Grigg ont eu une grosse dispute à propos de ce vieux pasteur têtu. Après le départ d'Amamira, Cameron a commencé une fouille systématique de la maison. Dans le bureau de son père, caché derrière des livres de théologie et de droit civique, il a trouvé ce qu'il cherchait, un vieux journal relié en cuir. Les pages étaient remplies de l'écriture distinctive d'Ili, des prières, des adresses et des références codées qui n'avaient guère de sens à première vue. La famille Jackson a offert $50 000, mais a refusé. Résidence Thompson, deuxième offre après incident, acceptée. Offre finale de terrain de l'église rejetée. La pression augmente. Cameron feuilleta des pages d'entrée similaires, toutes plus préoccupantes les unes que les autres. Une tendance se dessinait, qui allait au-delà d'un simple cas de brutalité policière. Alors qu'il étudiait le journal,
un coup à la porte interrompit sa concentration. Il l'ouvrit et trouva un homme âgé debout sur le porche, portant un collier de bureau. Pasteur Wilson, Cameron le reconnut comme le plus vieil ami de son père. « Tu lui ressembles, » dit le vieil homme, la voix pleine d'émotion. Mêmes yeux, même façon de se tenir. Cameron recula, invitant le pasteur Wilson à entrer. Une fois assis, le pasteur est allé droit au but. « Votre père vous a fait obstacle à l'argent. C'est de cela qu'il s'agit réellement. » Ses mains noueuses tremblaient légèrement. Cela fait 2 ans qu'ils achètent des propriétés tout autour de l'église. Elia a refusé de vendre le centre communautaire. Qui sont-ils? Une société de développement? Urban Rise ou Urban Vista, quelque chose comme ça, répondit le pasteur Wilson en se penchant en avant. Après chaque refus, il se produisait quelque chose aux effractions, violation du code, harcèlement policier et personne ne faisait rien. À qui en parlerions-nous? Les mêmes autorités qui exercent la pression? Il secoua tristement la tête. Votre père a tout documenté, mais il n'était qu'un vieil homme contre un système. Alors que le pasteur se levait pour partir, il posa une main lourde sur l'épaule de Cameron. Ne cherche pas plus profondément, mon fils, ou tu seras le prochain. Cet après-midi-là, Cameron a de nouveau parcouru le quartier, cette fois en prêtant plus attention aux bâtiments en cours de rénovation et à ceux restés intacts. Plusieurs personnes l'ont reconnu. Certains hochèrent la tête avec respect, d'autres se détournèrent. Le retour du fils prodigue faisait déjà l'actualité du quartier. À l'extérieur du centre communautaire, une femme âgée balayant le trottoir a interrompu son travail. « Tu as du culot de te montrer maintenant, dit-elle, pas méchamment. Ton papa avait besoin de toi. » Je sais, répondit simplement Cameron. Elle a recommencé à balayer, même lorsque tout le monde s'était arrêté. Le soir, Cameron était retourné au bureau d'Elia, résolu à le faire. Il étala le journal, la liste des noms et numéros d'Amamira, ainsi que les dossiers des permis municipaux consultés en ligne. Les noms commencèrent à se connecter. Les propriétés ont changé de main. Les rapports d'incidents de la police étaient regroupés autour de pâtés de maisons spécifiques avant les ventes de propriétés. Les développeurs avaient toujours des noms différents, mais le modèle était indubitable. Au centre de tout cela se trouvait une société appelée Urban Vista Holdings. Cameron attrapa son téléphone et appela Naomi. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Urban Vista Holdings, a-t-il déclaré lorsqu'elle a répondu. Je pense que je sais pourquoi papa a été attaqué. Pourquoi? A demandé Naomi. Parce qu'il était sur le chemin et que quelqu'un a décidé de le déplacer. L'aube se leva sur la ville alors que Cameron était assis dans le bureau de son père, entouré de papiers et d'un ordinateur portable ouvert. Il n'avait pas dormi. Le mur devant lui s'était transformé du jour au lendemain. Des notes autocollantes, des impressions et des notes manuscrites reliées par une ficelle rouge formaient un réseau complexe d'informations. Au centre, Urban Vista Holdings. 3 heures de recherche ont révélé qu'Urban Vista Holdings n'était que la pointe visible d'un iceberg corporatif. La société appartenait au Westland Development Group, lui-même détenu par une société de capital investissement appelée Sentinel Capital Partners. Colin Vance, ancien entrepreneur de la défense et actuel magnate de l'immobilier, contrôlait une participation majoritaire dans Sentinel. Le nom frappa Cameron comme un coup dur. Colin Vance était son ancien commandant. Le téléphone de Cameron sonna avec un SMS de Naomi. Rencontre avec témoin à 10 heures, hôpital à 14 heures. Ne soyez pas en retard. Avant de rencontrer sa sœur, Cameron avait un arrêt à faire. Il trouva l'agent Grigg dans un restaurant à 4 pâtés de maison du commissariat où une routine prévisible pour un homme qui appréciait son petit déjeuner. Cameron se glissa dans la cabine en face de lui sans invitation. Grigg leva les yeux de ses œufs, la surprise vite masquée par le mépris. « Eh bien, si ce n'est pas le fils du héros. Tu as des envies de mort ?» Juste quelques questions, répondit Cameron, sa voix neutre malgré la rage qui couvait sous la surface. « Je n'ai rien à te dire. » Grigg prit délibérément une bouchée de pain grillé. Urban Vista Holdings. Colin Vance. Le schéma des incidents policiers avant les acquisitions de propriétés. Cameron garda la voix basse. Je sais qu'il y a un lien. Une lueur de malaise traversa le visage de Grigg avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Tu es dépassé, soldat. Ce n'est pas le bac à sable où tu peux jouer les héros. Mon père est en soins intensifs à cause de toi.
Griggs se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure dangereux. Ton père nous gênait. Nous rendons service à la ville en la nettoyant. Ses yeux se plissèrent. A fait 4 missions en Irak avant de rejoindre la force. Je connais votre genre. Vous pensez que vous êtes spécial parce que vous portiez un uniforme chic? Vous n'êtes qu'un autre gars qui ne pourrait pas le pirater dans le monde réel. Cameron resta parfaitement immobile, maître de lui-même. Si mon père meurt, il n'y aura pas assez de distance sur cette terre pour te sauver. Griggs sourit. C'est une menace. Non, répondit Cameron d'un ton calme en se levant. C'est du renseignement. À l'hôpital, Cameron trouva Naomi déjà dans la chambre de leur père. Cette vue l'arrêta sur le seuil. Elia était réveillée, les yeux ouverts quoique assombris par des analgésiques. Le tube respiratoire avait disparu, remplacé par une canule nasale. Papa, le mot semblait étranger sur les lèvres de Cameron après tant d'années. Les yeux d'Elia le trouvèrent, la reconnaissance se faisant lentement. Cameron, murmura-t-il d'une voix rauque dans le métro. Tu es venu. Avant que Cameron ne puisse répondre, une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux d'Elia. Naomi entraîna Cameron dans le couloir. Il s'est réveillé il y a 1 heure, a-t-elle expliqué. Il est confus à l'intérieur comme à l'extérieur. Le médecin dit que c'est à cause des médicaments et d'une commotion cérébrale. A-t-il dit quelque chose sur ce qui s'est passé? Fragment. Pas assez pour une déclaration. La façade professionnelle de Naomi se fendilla légèrement. Mais il t'a reconnu. C'est déjà ça. Lorsqu'ils retournèrent dans la pièce, Elia était revenue à l'inconscience. Son regard les suivit alors qu'il s'approchait du lit. Le garçon, demanda-t-il, les mots légèrement confus. Il est en sécurité, lui assura Cameron. Tu lui as dit de s'enfuir. Le soulagement adoucit les traits meurtris d'Elia. Bien. Sa main trembla alors qu'il tendait la main vers celle de Cameron. Il voulait. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Je voulais que Dieu sorte d'ici. Cameron se pencha plus près. Qui, papa? Qui voulait que tu partes? Un homme en costume bleu a offert de l'argent. Il a dit qu'il était temps de progresser. Les yeux d'Elia se fermèrent brièvement. Quand j'ai dit non, il a dit, parfois, le progrès a besoin d'un coup de pouce. Naomi prenait des notes pendant qu'Elia parlait, l'esprit de son avocat cataloguant les preuves potentielles. Papa, nous devons rendre la vidéo publique. Montrer ce qui s'est réellement passé. Non, dit fermement Cameron. Pas encore. Êtes-vous sérieux? La voix de Naomi s'éleva. Nous avons des preuves de brutalité policière, des preuves claires et ils ont des avocats, des relations avec les médias et le système de leur côté. L'expression de Cameron était inflexible. Une vidéo montrant un passage à tabac partiel ne suffira pas à faire cesser ce qui se passe ici. Il en faut plus. Alors, quel est ton plan, Shadow OPS? Quelque chose comme ça, murmura Elia, interrompant leur dispute. Écoutez-vous les uns les autres. Les frères et sœurs se turent, la réprimande tombant carrément malgré l'état d'affaiblissement de leur père. Plus tard dans l'après-midi, Cameron a rencontré Jefferson Taylor, un ancien inspecteur du logement de la ville qui avait accepté de parler après un appel du pasteur Wilson. Ils étaient assis dans le modeste appartement de Jefferson, store tiré malgré la journée ensoleillée. J'ai été viré il y a 3 mois, a expliqué Jefferson, les mains agitées avec une tasse de café. La raison officielle était les coupes budgétaires. La vraie raison était que je n'approuverais pas les violations du code qui n'existaient pas, pour les propriétés qu'Urban Vista voulait acquérir. Jefferson hocha la tête. Il ciblait un pâté de maison. Soudain, nous recevions des plaintes anonymes concernant des bâtiments. J'étais envoyé inspecter avec des instructions très claires sur ce qu'il fallait trouver. Il en sortit un dossier rempli de documents. J'ai conservé des copies de tout, des rapports que je refusais de falsifier, des courriels suggérant où chercher. C'est exactement ce dont nous avons besoin, a déclaré Cameron, le soulagement évident dans la voix. Seriez-vous prêt à faire une déclaration? Je l'ai déjà écrit, Jefferson fit glisser le dossier sur la table. J'ai juste besoin de le faire légaliser. Ils se sont donné rendez-vous le lendemain matin au bureau de Naomi. Alors que Cameron s'apprêtait à partir, Jefferson lui attrapa le bras. Ton père s'est levé alors que personne d'autre ne le faisait. Je fais ça pour lui. Cette nuit-là, Cameron reçut un appel d'Amira.
Sa voix était tendue par la panique. Quelqu'un m'a suivi à la maison depuis l'hôpital. Un SUV noir. Il a fait 3 fois le tour de mon pâté de maison avant de se garer dans la rue. Es-tu seul? Cameron était déjà en train de récupérer ses clés. Oui, mon colocataire est absent pour le week-end. Verrouillez vos portes. Éloignez-vous des fenêtres. Je serai là dans 15 minutes. Lorsque Cameron est arrivé, il a fait un balayage minutieux de l'immeuble d'Amira avant de venir à sa porte. Elle le laissa entrer, le visage pâle de peur. Plus tôt dans la journée, une voiture m'a presque fait sortir de la route, a-t-elle déclaré une fois à l'intérieur. Il a fait un écart vers moi à la dernière seconde. Cela aurait pu être un accident, mais ce n'était pas le cas. Cameron a terminé son balayage, se déplaçant méthodiquement dans son appartement, vérifiant les fenêtres et les lignes de visibilité. Faites un sac, dit-il fermement. Tu ne restes pas ici ce soir. Pendant qu'Amira rassemblait ses affaires, Cameron a installé des mesures de sécurité simples, des cales de chaises pour les portes, des alarmes de fenêtres achetées dans une quincaillerie voisine. Pendant qu'il travaillait, il a expliqué ses découvertes sur Urban Vista et Colin Vance. Ils ne recherchent pas qu'une seule propriété, a-t-il déclaré. Ils remodèlent des quartiers entiers. Et ils utilisent la police pour aider à dégager le chemin. Mais pourquoi me prendre pour cible, demanda Amira, ressortant avec un petit sac de voyage. Parce que tu nous as aidés, répondit Cameron. Parce que tu es lié aux 2 camps par l'intermédiaire de ton oncle. Cameron consulta sa montre. Mon contact à la mairie m'a donné accès à leur salle de serveur ce soir. Je dois d'abord vous déposer dans un endroit sûr. Je viens avec toi, dit Amira d'un ton ferme. J'ai consulté le dossier médical de ton père. Je connais bien les systèmes sécurisés. Cameron l'évalua longuement avant d'acquiescer une fois. Restez prêts. Faites exactement ce que je dis. À la faveur de la pénombre, ils se sont infiltrés dans les bureaux du département du développement urbain. Le contact de Cameron, un concierge dont le fils avait bénéficié du programme jeunesse d'Elia, les a laissés entrer par une entrée de service avant de poursuivre sa tournée. Il nous reste 20 minutes avant le contrôle de sécurité, a murmuré Cameron alors qu'il parcourait les couloirs faiblement éclairés jusqu'à la salle des serveurs. À l'intérieur, Amira surveillait pendant que Cameron connectait un appareil au terminal principal. Des années de travail du renseignement militaire ont rendu l'intrusion méthodique et rapide. Les fichiers ont été copiés rapidement, courriel, plan de développement, données de surveillance. Regarde ça, murmura Cameron en désignant un dossier intitulé Zone d'amélioration ciblée. Les cartes à l'écran montraient les quartiers divisés en sections codées par couleur. Les zones rouges, principalement les quartiers noirs, y compris celui d'Elia, ont été marqués pour un réaménagement complet. Ils n'achètent pas seulement des propriétés, réalisa Amira. Ils cartographient des communautés entières en vue d'une prise de contrôle. Cameron parcourut d'autres dossiers, tous plus accablants les uns que les autres. Écoutez ça, des protocoles de surveillance des zones à risque ont été mis en place. Des atouts en place. Il a regardé un miroir. Il parle de policiers. Ils en ont fait des agents de sécurité privés pour une société de développement. Un bruit dans le couloir les figea tous les deux. Cameron a rapidement déconnecté son appareil. Données sécurisées. Ils se sont échappés par une sortie de secours, l'alarme désactivée par la technologie militaire de Cameron. De retour en toute sécurité dans la voiture de Cameron, Amira a finalement posé la question qui se posait. Comment sais-tu comment faire tout ça? Les mains de Cameron se resserrèrent sur le volant. J'étais dans les opérations spéciales. La collecte de renseignements faisait partie du travail. Et Colin Vance, le développeur derrière tout ça? Mon ancien commandant, a admis Cameron. Il a mené des opérations psychologiques dans des zones de conflit, créant de l'instabilité, puis contrôlant les conséquences. Sa voix se durcit. On dirait qu'il a ramené la guerre chez lui. Le lendemain matin, Cameron reçut un texto de Naomi. Jefferson n'est jamais venu. Je ne peux pas l'atteindre. Dans l'après-midi, la nouvelle a confirmé les pires craintes de Cameron. Jefferson Taylor avait été retrouvé mort dans son appartement. Crise cardiaque, selon le rapport préliminaire. Il avait 42 ans et courait des marathons, a déclaré Naomi lors de leur rencontre à l'hôpital. Il n'y a aucune chance que ce soit naturel. Ce n'était pas le cas, a reconnu Cameron. Ils éliminent les détails. Naomi arpentait la petite salle d'attente.
On m'a proposé un poste chez Walker & Associates, un cabinet prestigieux, le double de mon salaire actuel. Elle s'arrêta, face à Cameron. L'offre était accompagnée d'un avertissement de renoncer à toute implication dans le cas de papa. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'en penses-tu » Les yeux de Naomi brillèrent. « Je leur ai dit de bousculer leur argent du sang. Mais cela signifie qu'ils s'inquiètent de ce que nous pourrions trouver. » Alors qu'il rendait visite à Elia qui restait conscient et inconscient, Cameron a partagé ses découvertes depuis la salle des serveurs. Les frères et sœurs ont commencé à cartographier les liens entre Urban Vista Holdings, le service de police et l'hôtel de ville. Il ne s'agit pas seulement de quelques flics corrompus, a expliqué Cameron. C'est systématique. Ils utilisent des tactiques de renseignement militaire dans la vie civile pour remodeler les communautés. Le téléphone de Naomi sonna avec une alerte d'actualité. Ils disent que Jefferson avait des antécédents de problèmes cardiaques, a-t-elle lu à haute voix. C'est un mensonge. J'ai son dossier médical concernant le procès pour discrimination de l'année dernière. Une santé parfaite. En quittant l'hôpital, Cameron a ressenti le poids de la surveillance. Une berline sombre qui se trouvait sur le parking plus tôt les suivait désormais à une distance discrète. Il guida Naomi le long d'un itinéraire conçu pour rendre sa poursuite difficile. Nous devons être prudents, a-t-il prévenu. Avec ce qui est arrivé à Jefferson, ils envoient un message. Je dois retourner à l'hôpital, a déclaré Naomi. Je veux récupérer les images de sécurité de la nuit où papa a été amené. Cela pourrait montrer quelque chose. Je vais le faire, proposa Cameron, de manière moins visible. Ce soir-là, Cameron retourna à l'hôpital Riverside. Muni du badge d'Amira, il se glissa dans le bureau de la sécurité lors d'une relève. Les archives vidéo étaient organisées par date, mais lorsqu'il sélectionna la nuit de l'admission d'Elia, l'écran affichait un message d'erreur, fichier introuvable. Vous cherchez quelque chose, dit une voix derrière lui. Cameron se tourna pour trouver un agent de sécurité qui surveillait depuis la porte. Grand, d'allure militaire évidente malgré l'uniforme de policier alloué. Sur l'étiquette du garde on pouvait lire « Phillips ». Je vérifie juste les images du cas de mon père, répondit Cameron d'un ton neutre. Le garde s'est approché, sa position et sa terminologie trahissant une formation militaire. Ces dossiers ont été réquisitionnés dans le cadre d'une enquête en cours, a déclaré Phillips. Chaînes officielles uniquement. Alors que Cameron partait, Phillips l'a appelé, vous n'êtes pas le seul à avoir un passé militaire, soldat. L'avertissement était clair. L'adversaire savait exactement à qui il faisait face. 3 jours plus tard, l'état d'Ellie s'est suffisamment amélioré pour qu'il puisse parler plus clairement. Cameron et Naomi étaient assis à son chevet tandis qu'un médecin examinait ses progrès. La confusion diminue, même s'il peut encore avoir des trous de mémoire, a expliqué le médecin. Physiquement, il guérit bien, mais la convalescence sera longue. Une fois seul, Elia saisit la main de Cameron avec une force surprenante. Je m'en souviens davantage maintenant, a-t-il déclaré, sa voix toujours rauque mais déterminée à propos de l'attaque. Naomi se pencha en avant. Elia hocha lentement la tête, le poids de la situation retombant lourdement sur lui. Le garçon, Marcus, avait été arrêté en premier par les policiers. Elia se souvient avoir vu l'un d'eux laisser tomber quelque chose près des pieds du garçon, puis avoir affirmé qu'il l'avait trouvé. Une arme ? Demanda Cameron, la voix teintée d'incrédulité. Un petit sac. De la drogue, peut-être, répondit doucement Elia. Malgré leurs accusations, le garçon persistait à affirmer que le sac n'était pas le sien. Ce souvenir provoqua une détresse visible chez Elia tandis qu'il fermait brièvement les yeux. Ils étaient en train de le piéger, a déclaré Elia avec conviction. C'est à ce moment-là qu'il est intervenu. Cameron et Naomi échangèrent un regard. La situation était pire qu'ils ne l'avaient initialement pensé, non seulement de la brutalité, mais aussi des preuves fabriquées de toutes pièces. Papa, dit doucement Naomi, nous devons rendre cela public. Votre témoignage pourrait le faire tuer, l'interrompit brusquement Cameron, l'inquiétude gravée sur son visage. Jefferson Taylor était prêt à témoigner. Maintenant, il était mort. Elia regarda ses enfants, réalisant progressivement. C'est plus grand que moi, n'est-ce pas? Ni Cameron ni Naomi n'ont répondu directement, mais leur silence en disait long. Ce soir-là, pendant que Cameron rencontrait des contacts susceptibles d'avoir des informations sur Colin Vance, Naomi restait chez leur père. Dans le bureau d'Elia, entourée de décennies de travail de sa vie,
elle a été attirée par une étagère remplie d'albums de famille. En feuilletant un album, elle a découvert un paquet d'enveloppes, toutes adressées à Cameron, toutes retournées non ouvertes. Elle reconnut l'écriture soignée d'Elia, la même écriture qui remplissait les bulletins paroissiaux et les dépliants communautaires depuis des années. Naomi choisit au hasard une lettre datée de 3 ans plus tôt et commença à lire. Cameron, ta mère a encore posé des questions sur toi aujourd'hui. Les traitements font des ravages, mais sa foi reste forte, tout comme la mienne. Je crois que tu finiras par retrouver le chemin du retour, non pas parce que tu as besoin de pardon, il n'y a rien à pardonner, mais parce que tu as besoin de te pardonner. Le fardeau que tu portes n'était pas à toi seul. Quand tu seras prêt, nous serons là avec amour. Les larmes ont brouillé la vision de Naomi alors qu'elle lisait une lettre après l'autre, chacune remplie d'amour inconditionnel et d'espoir inébranlable pour le retour de Cameron. Il n'y avait aucun blâme, aucun jugement, seulement les bras ouverts attendant un fils prodigue. Lorsque Cameron revint vers minuit, il trouva Naomi toujours assise dans le bureau, les lettres éparpillées autour d'elle. « Il n'a jamais cessé de t'aimer, dit-elle doucement. Même lorsque nous étions tous en colère, il a continué à écrire ses lettres et à garder votre chambre prête. » Cameron se tenait sur le pas de la porte, ses murs émotionnels soigneusement construits menaçant de s'effondrer. « Je ne méritais pas sa foi, a-t-il avoué. C'est peut-être là le but de la foi, a répondu Naomi. Il ne s'agit pas de mériter. Le lendemain matin, Cameron a conduit Amamira à son quart de travail à l'hôpital. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment avant qu'elle ne pose enfin la question qui pesait entre eux. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu parti? Cameron regardait droit devant lui, les mains fermement serrées sur le volant. Pendant un moment, Amamira crut qu'il ne répondrait peut-être pas. Puis, d'une voix basse et contrôlée, il commença. Ma dernière mission, un raid sur une cache d'armes présumée dans un village isolé. Les renseignements étaient erronés. Il n'y avait pas d'armes, juste des familles. Son expression resta figée, mais quelque chose brillait dans ses yeux. Un enfant a couru vers nous. Je pensais qu'il avait une grenade. C'était un jouet. Amamira ne dit rien, se contentant d'écouter. Je l'ai tué. 7 ans. Pour la première fois, la voix de Cameron se brisa. Quand je suis rentré à la maison, je ne pouvais pas faire face à mon père. Sa vie entière consistait à sauver les gens. La mienne était à les tuer. Est-ce pour cela que tu es resté à l'écart lorsque ta mère est tombée malade? Demanda doucement Amamira. Cameron hocha la tête une fois. J'étais en Allemagne quand Naomi a appelé. Elle m'a dit que maman voulait me voir avant l'opération. J'ai dit que j'essaierais de venir, mais je n'y suis pas allé. J'avais peur de quoi? Qu'elle me regarde et voit ce que j'étais devenu, ce que j'avais fait. Ses jointures blanchirent sur le volant. Elle est décédée 3 jours plus tard. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Ton père te pardonnerait, dit doucement Amamira. C'est là le problème, a répondu Cameron. Il le ferait. Je ne le mérite pas. À l'hôpital, ils ont trouvé Ellie en train d'examiner une Bible que Naomi lui avait apportée. Ses doigts tracèrent des passages familiers avec révérence. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit à Cameron alors qu'ils étaient seuls. D'autres noms cachés ici. Dans les marges de la Bible, de minuscules annotations sont apparues, des noms, des dates et des initiales correspondant à une série d'incidents policiers suivis de ventes de propriétés suspectes. J'ai commencé à le remarquer il y a 2 ans, a expliqué Elia. Tout d'abord, la famille Wilson sur Elm Street. La police a caché de la drogue et arrêté leur fils. 2 semaines plus tard, ils ont vendu leur maison pour la moitié de sa valeur. Puis les Taylor sur Jackson Avenue. Des violations du code du bâtiment sont apparues du jour au lendemain. Le schéma n'a cessé de se répéter. Alors vous avez commencé à tout documenter, a déclaré Cameron, comprenant un jour. Il y hocha la tête. Derrière le tableau de Daniel dans la fosse au lion, sur le mur de l'église, j'ai caché un registre. Chaque transaction, chaque pot de vin dont j'ai entendu parler, les noms des officiers impliqués. Naomi est arrivée alors qu'elle discutait du grand livre. L'église devait faire l'objet d'une inspection incendie le lendemain matin. Nous devons obtenir ce registre maintenant, a-t-elle insisté. Cet après-midi-là, Cameron s'est approché seul de la vieille église. Le bâtiment en briques se dressait fièrement malgré l'évolution du quartier, une structure victorienne avec des vitraux représentant des scènes de délivrance et d'espoir. En se glissant à l'intérieur par une porte latérale,
il remarqua de nouveaux avis de condamnation affichés à l'entrée. Le silence intérieur était lourd de souvenirs. Cet endroit avait été le centre de son enfance avant que la guerre et la culpabilité ne l'emportent. Le tableau de Daniel entouré de lions était accroché là où il avait toujours été, son visage serein dans la foi. Cameron l'a soigneusement retiré du mur, révélant un espace creux derrière. À l'intérieur se trouvait un livre relié en cuir rempli de dossiers méticuleux d'Elia, nom, date, montant, propriété, policiers impliqués ou un dossier complet de corruption s'étalant sur 3 ans. Alors que Cameron mettait le registre dans sa veste, des pas résonnaient à l'entrée principale. À travers une fenêtre, il a repéré 2 hommes habillés en inspecteurs des incendies, mais leur attitude et les renflements sous leur veste racontaient une autre histoire. Cameron s'est faufilé à travers la tribune du chœur juste au moment où ils entraient dans le sanctuaire. Au moment où ils ont réalisé que quelqu'un était là, il était déjà à 3 pâtés de maison. Ce soir-là, les frères et sœurs Cross ont rencontré Aaron dans un restaurant à l'extérieur du quartier. Aaron, ancien membre d'un gang devenu père responsable, entretenait des liens dans les 2 mondes ou des renseignements précieux dans une communauté assiégée. « J'ai entendu quelque chose il y a environ 2 semaines, dit doucement Aaron, malgré le restaurant vide. 2 agents parlant derrière Pierce's Market ont déclaré qu'ils nettoyaient les blocs avant la saison des évaluations. L'un d'entre eux a spécifiquement mentionné votre père, disant qu'il rendait les choses difficiles en ralliant les récalcitrants. Seriez-vous prêt à en témoigner, a demandé Naomi. Aaron hésita, jetant un coup d'œil à une photo de son jeune fils dans son portefeuille. Pour Monsieur Cross? Ouais. Il m'a redonné ma vie alors que tout le monde m'avait radié. Il regarda directement Cameron. Mais j'ai besoin de garanties pour mon garçon. Nous vous protégerons, a promis Cameron. Après le départ d'Aaron, les frères et sœurs sont restés dans la cabine, examinant tout ce qu'ils avaient rassemblé, le grand livre, les fichiers du serveur, les déclarations des témoins et la vidéo partielle du passage à tabac d'Elia. Nous avons besoin de plus, a insisté Cameron. Cela implique certains officiers et montre une tendance, mais elle n'atteint pas assez haut. Vance est toujours isolé. Peut-être que ce n'est pas le sujet, rétorqua Naomi. Peut-être n'avons-nous pas besoin de faire tomber tout le système d'un coup. Nous avons juste besoin de suffisamment de pression pour imposer des responsabilités pour ce qui est arrivé à papa. Ils se turent tandis qu'une serveuse remplissait leur café. Lorsqu'elle partit, Naomi tendit la main par-dessus la table et prit la main de son frère, le premier geste de ce type depuis son retour. « Tu sais ce que papa dirait, dit-elle doucement. Il disait, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. » Quelque chose a changé dans l'expression de Cameron, un adoucissement autour des yeux, une fissure dans l'armure qu'il s'était construite après des années de guerre. « Je ne suis plus sûr de connaître la différence. Alors laisse-moi te le rappeler. » Naomi lui serra la main. « Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Ne disparaissez plus. » Cameron regarda sa sœur vraiment, pour la première fois depuis son retour. Il vit la force qu'elle avait développée en son absence, la détermination qui reflétait celle de leur père. Ne l'a-t-il pas promis? 2 jours plus tard, le drame survient. Aaron a été retrouvé mort dans une ruelle à 3 pâtés de maison de son appartement. La cause officielle, une surdose de drogue. C'est impossible, a insisté Naomi lorsque Cameron lui a annoncé la nouvelle. Il a été abstinent pendant 4 ans. Il a entraîné une petite ligue. Il ne voulait pas. Ce n'était pas une overdose, a déclaré Cameron d'un ton sombre. J'ai vu le corps. Il y avait des marques d'entrave sur ses poignets. Le site d'injection n'était pas adapté à un usager. Les informations locales ont à peine couvert l'affaire. Juste une autre statistique dans un quartier qu'ils avaient déjà radié. Lorsqu'Aaron a été mentionné, il a été décrit comme un homme ayant des antécédents de problèmes de drogue malgré des années de sobriété. Ils ne l'ont pas seulement tué, dit Naomi en regardant le reportage dédaigneux. Ils ont effacé tout ce qu'il était devenu, tout ce pourquoi il avait travaillé. Cameron se tenait près de la fenêtre, regardant les voitures de police passer lentement devant la maison d'Elia pour la 3e fois de la journée. Son visage était sculpté dans la pierre, mais un feu dangereux brûlait dans ses yeux. Plus de pourparlers de paix, a-t-il finalement déclaré. Il est temps d'entrer en guerre. Naomi se leva et se tint à côté de lui, son expression tout aussi déterminée mais tempérée par la sagesse de leur père. Non, le corrigea-t-elle. Il est temps de leur faire entendre la vérité sous les yeux de tous. 3 jours après le meurtre d'Aaron, l'allée où son corps a été retrouvé s'est transformée d'un espace oublié entre les bâtiments en une mer de bougies.
Des centaines de personnes se sont rassemblées, côte à côte, dans un silence de défi. Des pancartes faites à la main indiquant « Justice pour Aaron » et « Nous nous souvenons » s'élevaient au-dessus de la foule. Cameron se tenait au bord, regardant Naomi prendre place aux côtés de la mère d'Aaron et de son fils de 7 ans. Quelle que soit l'hésitation de sa sœur à y aller, le public avait disparu avec la mort d'Aaron. Maintenant, elle bougeait avec la juste colère de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. On nous dit que certaines vies comptent moins que d'autres, a déclaré la voix de Naomi dans la foule sans amplification. Nous sommes censés accepter que nos voisins soient retrouvés morts dans les ruelles, que nos aînés soient battus dans les rues, que notre communauté soit démantelée pièce par pièce. La foule murmura d'accord. Aaron Turner était un père, un entraîneur, un homme qui a reconstruit sa vie après des erreurs. Le système veut que l'on se souvienne uniquement de son passé, pas de l'avenir qui lui a été enlevé. Sa voix se brisa légèrement alors qu'elle regardait le fils d'Aaron. Mais nous nous souviendrons de lui tous et nous exigerons des réponses. Pendant que Naomi parlait, Cameron remarqua au moins 3 voitures de police banalisées garées dans le périmètre. Les agents à l'intérieur ont observé à travers les vitres teintées, documentant les visages de la foule. Cameron a mémorisé leurs plaques d'immatriculation tout en gardant le visage détourné de leur caméra. Le matin, #Justice for Aaron était une tendance locale. Des images de la veillée sont apparues sur les sites d'information, bien que la plupart des médias grand public aient caché l'histoire sous des titres plus confortables. Ce n'est pas suffisant, a déclaré Cameron alors que lui et Naomi examinaient la couverture médiatique depuis la table de la cuisine d'Elia. Il traite cela comme une histoire d'intérêt humain local. Nous avons besoin d'une attention nationale. Naomi hocha la tête, son ordinateur portable ouvert devant elle. C'est pourquoi je viens d'envoyer ceci au rédacteur en chef de la Tribune. Elle tourna l'écran pour lui montrer un éditorial intitulé Le prix du progrès, comment les dollars du développement achètent le pouvoir de la police. La signature disait « Anonyme ». Il détaillait tout, le schéma de harcèlement policier avant les ventes de propriétés, les quartiers ciblés, les liens avec Urban Vista. Naomi a fermé l'ordinateur portable. Pas assez de précision pour identifier nos sources, mais suffisamment de vérité pour les rendre nerveuses. Quand est-ce que ça marche? Demain matin, première page de l'édition numérique. Naomi sirota son café. J'ai envoyé des exemplaires à 6 autres grands médias. Une fois que l'un d'entre eux sera publié, les autres ne voudront pas être laissés pour compte. Cameron étudiait sa sœur avec un nouveau respect. Papa serait fier. Il m'a bien appris. Le sourire de Naomi était doux amer. Combattez le système de l'intérieur. Utilisez leurs propres outils contre eux. L'éditorial a fait l'effet d'un coup de tonnerre. À midi, elle avait été partagée des milliers de fois sur les plateformes sociales. La ligne finale est devenue un cri de ralliement dans toute la ville, nous ne sommes pas jetables. Pas plus. Comme prévu, les médias concurrents se sont empressés de donner suite à leurs propres histoires. Les journalistes locaux qui avaient ignoré cette tendance ont commencé à fouiller dans les registres de propriété, les plaintes déposées contre la police et les plans de développement. Cameron et Naomi ont surveillé la couverture médiatique depuis la chambre d'hôpital d'Elia. Leur père était assis maintenant, le visage reprenant ses couleurs malgré des contusions persistantes. « Il m'appelle », dit Elia en désignant la pile de messages que Naomi avait apportés. Reporters, dirigeants communautaires, anciens paroissiens, tous se sont mobilisés maintenant que l'histoire prenait de l'ampleur. « Vous n'êtes pas obligé de parler à aucun d'entre eux », lui a assuré Cameron. Elia secoua lentement la tête. Toutes ces années à prêcher sur la défense de la vérité, et maintenant je me cache? Non, mon fils. Le moment venu, nous devons être prêts à parler. Une infirmière l'interrompit avec une nouvelle qui accéléra leur chronologie. Il y a quelqu'un dans le hall qui vous demande, a-t-elle dit à Cameron. Il dit qu'il s'appelle Davis. Il a la vidéo complète de ce qui est arrivé à ton père. L'homme qui attendait dans le hall de l'hôpital était très mince, avec une peau altérée et des yeux fatigués. Il serrait un sac à dos cabossé contre sa poitrine comme s'il contenait une précieuse cargaison. « Tu es son fils ?» a-t-il demandé lorsque Cameron s'est approché. Cameron hocha la tête. « Je l'ai filmé. Tout ça. Depuis, je me cache. Il me recherche. »« Comment nous avez-vous trouvés ?» a demandé Naomi. « J'ai entendu parler de la veillée. J'ai pensé que si vous étiez assez courageux pour faire ça, je devrais être assez courageux pour me manifester. » Il fouilla dans son sac à dos et en sortit un ancien modèle de téléphone.
Tout est là, depuis le début, avant qu'il ne le touche. Cela montre tout. Cameron prit le téléphone, ouvrit le fichier vidéo et appuya sur play. Les images étaient fragiles mais suffisamment claires, Elia s'approchant calmement des policiers, les mains visibles, l'adolescent reculait de peur, aucune agression de la part d'Elia, seulement des mots mesurés. Puis le premier officier l'a bousculé. La situation a dégénéré en brutalité en quelques secondes. Cela change tout, murmura Naomi. En quelques heures, Naomi avait réalisé une copie sécurisée de la vidéo complète et l'avait diffusée via des voies légales auprès de médias sélectionnés. Le soir, le film était diffusé sur les écrans de la ville, la vérité inédite sur ce qui était arrivé à Elia Cross. La réponse a été immédiate et écrasante. Des centaines de personnes se sont rassemblées spontanément devant le commissariat de police, plus rassemblées à la mairie. Lecture des panneaux justice pour Ellie sont apparus aux fenêtres et aux coins des rues. Contrairement à la couverture médiatique aseptisée qui a suivi l'incident initial, cette fois, l'histoire n'a pas pu être contenue. L'image d'un aîné respecté brutalisé pour avoir protégé un adolescent a brisé les divisions politiques et forcé des conversations inconfortables. Cameron a surveillé les manifestations à distance, sa formation militaire lui permettant de repérer les points chauds potentiels et de diriger les volontaires de maintien de la paix via des messages sécurisés. Lorsque la police a formé des lignes avec des équipements anti-émeutes, Cameron a veillé à ce que les commissaires de protestation créent des zones tampons pour empêcher la confrontation. Nous ne sommes pas ici pour un conflit, a-t-il déclaré à l'équipe de bénévoles. Nous sommes ici pour être vus, pour être entendus. Personne n'est blessé aujourd'hui. Alors que la pression du public montait, Colin Vance sortit finalement de l'ombre. Son conglomérat médiatique a inondé les ondes locales d'articles diffamatoires. Les experts ont remis en question la santé mentale d'Elia. Les analystes ont suggéré que le centre communautaire avait été mal géré. Les têtes parlantes laissaient entendre que la gentrification n'était qu'une évolution urbaine naturelle. Un après-midi, l'émission comprenait un rapport médical divulgué affirmant qu'Elia souffrait d'une démence à un stade précoce ou une invention complète qui a néanmoins semé le doute sur son témoignage. Ils sont désespérés, observa Naomi alors qu'il regardait la couverture médiatique. Cela signifie que nous nous rapprochons. Leurs progrès se sont accompagnés de coups croissants. Le lendemain matin, Naomi a reçu un avis d'une plainte éthique déposée contre elle auprès du barreau de l'État. La plainte anonyme l'accusait d'avoir divulgué des documents juridiques confidentiels et de falsification de témoins. C'est absurde, fulmine-t-elle en lisant la lettre officielle. Ils ont suspendu mon permis dans l'attente d'une enquête. Tous les cas sur lesquels je travaille sont désormais dans les limbes. Ils nous isolent, a déclaré Cameron, ils nous coupent les ressources professionnelles et mettent notre détermination à l'épreuve. Ce soir-là, un message est apparu dans le courrier électronique crypté de Cameron ou une adresse qu'il avait utilisée uniquement pour les communications militaires il y a des années. L'expéditeur identifié uniquement comme Scope. J'ai accès aux sauvegardes cryptées du serveur d'Urban Vista, à la documentation complète de leurs opérations, aux enregistrements de paiement, aux communications avec les autorités municipales et les forces de l'ordre. Tout ce dont vous avez besoin pour que tout cela soit grand public. Mais j'ai une condition, les brûler tous publiquement. Pas d'accord, pas de règlement, une exposition complète. Si vous êtes intéressé, répondez avec les coordonnées de l'église de votre père. Je vous trouverai. Cameron a retracé le message via plusieurs proxys, mais l'expéditeur est resté caché derrière des mesures de sécurité sophistiquées que peu de civils pouvaient gérer. Lorsqu'il l'a montré à Naomi, son esprit juridique a immédiatement soulevé des inquiétudes. Cela pourrait être légitime. Cela pourrait aussi être un piège pour nous surprendre en train de faire quelque chose d'illégal, a-t-elle prévenu. Une seule façon de le savoir, a répondu Cameron en tapant les coordonnées de l'église. La réponse est venue en quelques minutes. Demain, minuit, entrée de service de la Westview Tower. Venez seul. Apportez des outils d'extraction numérique. La Westview Tower s'élevait à 40 étages au-dessus du quartier financier, l'une des propriétés les plus prestigieuses d'Urban Vista. Sa façade en verre brillant abritait des start-up technologiques, des cabinets d'avocats et les appartements privés de l'élite de la ville. Cameron a passé la journée à surveiller le bâtiment, cartographiant méticuleusement les patrouilles de sécurité et l'emplacement des caméras. À minuit précisément, il s'approche de l'entrée de service vêtu d'un uniforme de maintenance emprunté à un supporter. Un chariot de concierge fournissait une couverture parfaite pour son équipement. À l'intérieur, il trouva l'ascenseur de service tenu ouvert par une jeune femme aux yeux perçants et aux cheveux méchés violets tirés en un chignon serré. « Tu es en retard »
Cross, dit-elle, même s'il était précisément à l'heure. Portez. Elle hocha la tête une fois. 14 minutes avant que la patrouille de sécurité ne revienne. Nous devons bouger. Ils sont descendus jusqu'à un sous-sol, non marqué sur les plans des bâtiments publics. Derrière un faux mur dans une salle de maintenance se trouve une salle de serveurs remplie d'équipements de pointe. Le réseau fantôme d'Urban Vista, a expliqué Scope en contournant les protocoles de sécurité avec une facilité pratique. Ils ont maintenu les opérations sensibles hors des principaux systèmes de l'entreprise ou une infrastructure parallèle pour leurs activités non légales. Comment as-tu trouvé ça? A demandé Cameron en connectant son équipement d'extraction. Je l'ai conçu, répondit Scope, ses doigts volant sur le clavier. Jusqu'à ce que je réalise à quoi il l'utilisait. Maintenant, je fais amende honorable. Les dossiers qu'ils ont découverts ont révélé une conspiration bien plus étendue que ce que Cameron avait imaginé. De faux rapports de police ont été générés pour faire pression sur les résidents, des données de surveillance ciblaient les dirigeants communautaires et des calendriers détaillés prévoyaient les transitions dans les quartiers. Les dossiers les plus accablants contenaient des communications directes entre Colin Vance et de hauts fonctionnaires de la ville. Celles-ci comprenaient des ordonnances spécifiques concernant les récalcitrants à la propriété. Le nom d'Elia est apparu dans plusieurs échanges. La situation de Cross nécessite une résolution immédiate. La propriété du centre communautaire est essentielle à la phase 3. S'il n'accepte pas l'offre finale, passez à des mesures alternatives. L'église est déjà prévue pour la démolition en raison de problèmes structurels. Alors qu'il terminait de télécharger les fichiers finaux, une alerte a clignoté sur l'écran de Scope, protocole de sécurité lancé. Quelqu'un savait qu'ils étaient là. Combien de temps? A demandé Cameron. 2 minutes, peut-être moins. Ils effacèrent rapidement leurs traces numériques et se faufilèrent par un quai de chargement quelques instants avant que la sécurité n'envahisse la salle des serveurs. À distance, Cameron observa les véhicules de sécurité privés encercler le bâtiment. Ils vérifieront les caméras, nota Scope alors qu'ils se séparaient. J'ai tourné en boucle les images du sous-sol, mais préparez-vous à disparaître pendant un moment. Les informations qu'ils avaient recueillies étaient incendiaires suffisamment pour impliquer des dizaines de fonctionnaires, officiers et cadres. Pourtant, ils avaient encore besoin d'un membre crédible des forces de l'ordre, prêt à confirmer le schéma d'implication de la police. Ce témoin potentiel est apparu de manière inattendue le lendemain. L'agent Raymondé, un policier de patrouille qui travaillait dans le département depuis 15 ans, a contacté Naomi via un canal sécurisé fourni par une connaissance commune. « Je ne peux pas être vu avec vous », a-t-il expliqué lors de leur rencontre clandestine dans le sous-sol d'une église de l'autre côté de la ville. « Mais j'ai observé cela pendant des années. Votre père a toujours été bon avec ma famille. Il mérite mieux que ça. » Mandé a révélé que la corruption s'étendait au-delà des transactions immobilières pour inclure le ciblage systématique des jeunes hommes dans des quartiers spécifiques. « C'est plus grand que vous ne le pensez », leur a-t-il dit. Il cible les enfants, principalement les adolescents, en les inscrivant jeunes dans le système, en créant des dossiers qui les suivent toute leur vie. Cela les rend plus faciles à supprimer plus tard lorsqu'ils veulent obtenir les propriétés. « Veux-tu témoigner de cela » demanda Naomi. Mandé hésita avant d'acquiescer. « Avec protection. Ma famille aussi. J'ai tout documenté, les dates, les noms, les lieux. Tout se passe en voiture chez ma sœur. » Ils se sont arrangés pour qu'il fasse une déclaration sous serment devant un juge de confiance le lendemain matin. Pendant ce temps, Ellie continuait à se rétablir, ses forces revenant chaque jour qui passait. Les médecins lui avaient donné l'autorisation de sortir dans la semaine, même s'il aurait besoin d'une thérapie physique continue. Lorsque Cameron lui rendit visite ce soir-là, il trouva son père assis sur une chaise près de la fenêtre, observant la foule rassemblée en contrebas. Les partisans avaient maintenu une veillée constante à l'extérieur de l'hôpital, brandissant des pancartes et chantant des hymnes qui flottaient jusqu'à la chambre d'Elia, au 4e étage. « Ils ont besoin de croire en quelque chose », dit Elia sans se retourner. « Plus que justice pour un vieil homme. »« Il ne s'agit plus que de toi maintenant », a reconnu Cameron. « Il s'agit de tout le système », acquiesça lentement Elia. « Alors nous devons leur donner la vérité. » Tout cela. Le lendemain soir, malgré les protestations de son médecin, Elia a insisté pour assister à un rassemblement communautaire dans la cour de l'église. Cameron et Naomi l'ont aidé à se déplacer dans un fauteuil roulant, mais il a refusé de rester assis une fois arrivé. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans l'espace des familles, des aînés, des enfants et des dirigeants communautaires.
Lorsqu'Illy se leva en tremblant, s'appuyant lourdement sur une canne, le silence tomba sur la foule. Pendant un moment, il resta simplement là, son visage meurtri visible de tous. Puis, avec une voix qui portait des décennies d'autorité morale, il commença à parler. « Je suis peut-être vieux, dit-il, chaque mot mesuré est clair, mais mon Dieu est toujours plus grand que vos mensonges. » La foule a éclaté d'acclamations et d'amens. Les téléphones ont capturé l'instant présent et l'ont envoyé instantanément sur les réseaux sociaux. C'est devenu l'image que les médias ne pouvaient ignorer, un aîné blessé se dressant contre Goliath, soutenu par sa communauté. L'audience disciplinaire contre Naomi a été programmée avec une précipitation inhabituelle ou une tentative évidente de la discréditer avant qu'elle ne puisse présenter publiquement ses preuves. Elle est arrivée au palais de justice entourée de 3 collègues avocats qui s'étaient portés volontaires pour la représenter bénévolement. Alors que le comité se préparait à entamer les débats, un greffier a remis à la hâte une tablette au chef du comité d'éthique. L'expression de la femme est passée de la méchanceté au choc alors qu'elle faisait défiler ce qui apparaissait à l'écran. « Cette audience sera reportée Sindai », annonça TL brusquement. Plus tard, ils ont appris ce qui s'était passé. Quelques minutes avant l'audience, Scope avait divulgué une transcription complète des courriels internes de la ville prouvant que la plainte éthique avait été orchestrée par Bradley Wilson, associé principal de l'ancien cabinet de Naomi ayant des liens financiers directs avec Urban Vista. « Il se bouscule », observa Naomi alors qu'il regardait le reportage de l'après-midi. Faire des erreurs. L'une de ces erreurs est devenue évidente lorsque l'agent Grigg, frustré par sa suspension et la surveillance croissante du public, s'en est pris à un journaliste qu'il avait coincé devant son domicile. Les images de lui frappant le caméraman se sont rapidement propagées, confirmant une fois de plus le tempérament qu'il combattait. Ce soir-là, alors qu'ils examinaient leurs preuves croissantes chez Illy, Naomi a finalement abordé le poids qui persistait entre eux depuis des années. « J'ai quelque chose à vous dire », dit-elle en mettant de côté les notes juridiques qu'elle avait annotées sur leur mère. Cameron resta immobile, attendant. Quand on lui a diagnostiqué, elle voulait attendre avant l'opération. Je lui ai dit de ne pas le faire. Je lui ai dit que tu ne viendrais pas, qu'attendre la mettrait en danger. La voix de Naomi vacilla. L'aveu restait en suspens entre eux. Je t'ai reproché d'être parti, a-t-elle poursuivi. Mais j'avais peur que tu ne reviennes pas du tout. Quel est le cœur brisé en attendant quelqu'un qui n'est jamais arrivé. Cameron absorba cela en silence, son visage indéchiffrable. Elle attendit quand même, termina Naomi. 3 jours supplémentaires jusqu'à ce que le médecin dise qu'il ne pouvait plus attendre. Elle avait raison d'attendre. Cameron a finalement déclaré « J'arrivais. J'étais dans un avion lorsqu'elle s'est fait opérer. » Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. « Tu ne l'as jamais dit. La mission s'est terminée tôt. J'étais sur le chemin du retour, a-t-il déclaré, la voix creuse par un vieux chagrin. J'ai appris qu'elle était partie. » La révélation s'est installée entre eux des années de blâme et de souffrance bâties sur un tragique désalignement du timing et une mauvaise communication. « Je suis désolé, » murmura Naomi. « Moi aussi. » Leur réconciliation a été interrompue par un message crypté provenant d'un des contacts militaires de Cameron, un ancien membre de son équipe d'opérations spéciales travaillant désormais dans la sécurité privée. Les tactiques de Vance semblent terriblement familières. Vous vous souvenez de Cable, des protocoles de déplacement? Il utilise ici le manuel de jeu, exécuter des objectifs nationaux contre des civils. Je pensais que vous devriez le savoir. 6 juin se trouvait un document montrant des parallèles troublants entre les tactiques de contre-insurrection urbaine utilisées à l'étranger et les méthodes déployées dans les quartiers ciblés aux surveillances, point de pression stratégique et identification des dirigeants communautaires à neutraliser. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place le lendemain matin lorsque Naomi et Amamira, travaillant ensemble à l'hôpital, ont découvert des fichiers sur les protocoles de réinstallation mal classés dans une base de données du service de santé de la ville. Ils appellent cela un programme d'intervention auprès des jeunes, a déclaré Amamira en examinant les documents. Mais regardez les emplacements. Les coordonnées correspondaient à des propriétés isolées appartenant aux filiales de Vance, converties en centres de détention pour mineurs reconvertis en centres de modification du comportement. Les dossiers ont montré que des dizaines d'adolescents des quartiers ciblés avaient été arrêtés pour des infractions mineures et transférés dans ces établissements sur ordre des juges. Ils éliminent la prochaine génération de dirigeants communautaires, réalisa Naomi, en s'assurant qu'il ne reste plus personne pour organiser la résistance lorsqu'ils lanceront leur offensive finale. Alors qu'ils rassemblaient leurs preuves pour les rendre publiques, le désastre a frappé. L'agent Mandé, leurs proches se préparant à témoigner,
a disparu la nuit précédant l'enregistrement de sa déclaration sous serment. Sa famille aurait été transférée dans un refuge pour se protéger, mais l'adresse remontait à une propriété gérée par Urban Vista Security. Le message était clair, même ceux qui faisaient partie du système seraient réduits au silence s'ils s'exprimaient. Ce soir-là, Cameron a reçu un message vidéo privé provenant d'un compte sécurisé. Lorsqu'il y jouait, le visage de Colin Vance remplissait l'écran au plus âgé que Cameron ne s'en souvenait, mais avec les mêmes yeux calculateurs qui commandaient autrefois les opérations militaires. « Tu n'es plus un soldat, Cross », dit Vance, d'une voix conversationnelle comme s'il discutait de stratégie autour d'un café. « Vous êtes un handicap et je nettoie le passif. » Cameron a joué la vidéo en silence pour Naomi, son expression se durcissant à chaque image. « À quoi penses-tu » elle a demandé quand cela s'est terminé. Il est temps de devenir ce qu'il craint. Au cours des 48 heures suivantes, Cameron et Naomi ont créé quelque chose que Vance ne pouvait pas combattre par l'intimidation ou la diffamation, une coalition publique trop diversifiée pour être discréditée. Ils ont rassemblé des survivants des violences policières, des enseignants communautaires, des flics honnêtes qui avaient été mis à l'écart, des membres du clergé de diverses confessions, des propriétaires de petites entreprises et même d'anciens fonctionnaires municipaux qui avaient démissionné plutôt que de participer à la corruption. Ils l'ont appelé l'initiative Elia, un mouvement fondé sur la dénonciation des abus systématiques tout en offrant une vision d'un développement communautaire authentique. Chaque participant a enregistré des témoignages, fourni de la documentation ou offert son expertise qui ont constitué des éléments d'une vérité plus large. Travaillant depuis le salon d'Elia, désormais transformé en centre d'opération, ils se sont préparés pour une dernière émission qui présenterait leur cas au monde, avec des preuves, des noms, des récits, des vidéos et des aveux. Alors qu'Amamira installait les composants techniques et que Naomi finalisait les protections juridiques pour leurs sources, Cameron s'assit à côté du lit de son père, où Elia se reposait entre les séances de physiothérapie. « Nous allons vivre demain », lui a dit Cameron, sur toutes les principales plateformes simultanément. Une fois qu'il est sorti, il n'y a plus de retour en arrière. Elia attrapa la main de son fils, sa poigne étant étonnamment forte malgré tout ce qu'il avait enduré. « Toutes ces années, dit-il doucement, j'ai prié pour que tu retrouves un but, pour guérir de ce qui s'est passé à l'étranger. » Ses yeux fixaient Cameron fermement. « Il ne s'agit pas de vengeance, n'est-ce pas ? » « Non, répondit sincèrement Cameron. « Il s'agit de leur faire reconnaître ce qu'ils ont fait. Leur faire voir les personnes qu'ils ont essayé d'effacer. » Elia hocha la tête, satisfait. « Alors cette fois, dit-il, ils entendront aussi ta voix. Nous allons vivre dans 60 secondes. » La voix d'Amamira était ferme alors qu'elle procédait aux derniers ajustements de l'équipement de diffusion installé dans le salon d'Elia. Ce qui avait commencé comme un simple flux en direct a évolué vers quelque chose de bien plus sophistiqué, une diffusion multiplateforme sécurisée contre les interruptions grâce à des systèmes redondants et des liaisons montantes par satellite organisées par Scope. Cameron se tenait derrière la caméra principale, regardant Naomi apporter les derniers ajustements à ses notes. Elle portait un simple blazer bleu, son expression composée malgré la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. À côté d'elle, Elia était assis dans un fauteuil confortable, vêtu de ses plus beaux habits du dimanche alors que c'était mercredi matin. Ses bleus s'étaient estompés en ombre jaunie, mais la dignité de sa posture restait intacte. 5 secondes, décompte Amamira. 3, 2, 1. La lumière rouge s'est allumée et Naomi a regardé directement dans la caméra. « Je m'appelle Naomi Cross. Je suis avocate des droits civiques dans cette ville. À mes côtés se trouve mon père, Elia Cross, qui a été brutalement battu par des policiers il y a 3 semaines pour avoir protégé un adolescent contre une fausse arrestation. » Sa voix était claire et mesurée. « Ce qui est arrivé à mon père n'est pas un incident isolé. Cela fait partie d'un effort systématique visant à expulser certains résidents des quartiers ciblés ou une campagne coordonnée impliquant la police, les autorités municipales et les promoteurs immobiliers. » Pendant qu'elle parlait, l'émission passait à des preuves soigneusement préparées, une vidéo inédite du passage à tabac d'Elia, des registres de propriété montrant les schémas d'acquisition à la suite d'incidents policiers et des parties du registre d'Elia documentant la corruption. « Aujourd'hui, nous allons vous montrer exactement comment fonctionne ce système, a poursuivi Naomi. Comment une société de développement appelée Urban Vista Holdings a utilisé la police comme sécurité privée pour nettoyer les quartiers en vue d'un réaménagement rentable, comment des adolescents ont été ciblés et expulsés pour briser la résistance de la communauté, et comment quiconque s'exprime est réduit au silence. » L'émission s'est poursuivie avec les témoignages de membres de la communauté, chacun partageant ses expériences d'intimidation, de fausses arrestations ou de pression pour vendre leur maison en dessous de la valeur marchande.
Davis, le sans-abri qui avait filmé le passage à tabac d'Elia, est apparu avec son visage caché pour protéger son identité. Une fois les témoignages terminés, Cameron s'est placé devant la caméra. Son allure militaire était évidente, mais il parlait avec la clarté morale de son père. L'homme derrière cette opération est Colin Vance, PDG de Sentinel Capital Partners et propriétaire majoritaire d'Urban Vista Holdings. Cameron a montré des photographies et des documents révélant les liens profonds de Colin Vance avec les autorités municipales. Vance, un ancien entrepreneur de la défense, avait appliqué des tactiques d'opération psychologique militaire au quartier civil. Cameron parlait d'expérience, ayant servi sous le commandement de Vance à l'étranger. L'émission était en direct depuis 23 minutes lorsque la première interruption s'est produite. Les téléspectateurs ont signalé que certains fournisseurs d'accès Internet rencontraient des difficultés techniques dans les quartiers touchés, mais les précautions prises par Scope ont tenu bon. Les systèmes de secours ont fonctionné sans problème, permettant à la diffusion de se poursuivre sans interruption. 37 minutes après le début de la diffusion, alors qu'Elia commençait à raconter la longue histoire de résilience de sa communauté, le réseau électrique a soudainement été coupé dans 6 pâtés de maisons autour de leur emplacement. Les générateurs de secours se sont immédiatement mis en marche et la liaison montante par satellite a maintenu la diffusion de manière transparente. Ils sont désespérés, murmure Amamira, surveillant de près les systèmes techniques. Au bout d'une heure, la diffusion en direct était devenue virale, le nombre de téléspectateurs atteignant des centaines de milliers sur plusieurs plateformes. Les commentaires et les partages se sont rapidement multipliés, tandis que les réseaux d'information ont commencé à reprendre des portions de l'émission. Initialement sceptiques, les médias sont devenus de plus en plus sérieux à mesure que les preuves se multipliaient. Vers la conclusion, Naomi a livré la partie finale et la plus puissante de leur argument. Elle a simultanément publié un document sécurisé contenant l'ensemble des preuves aux journalistes, aux autorités fédérales et aux organisations de surveillance à travers le pays. Il ne s'agit pas seulement d'une agression ou d'un quartier, a-t-elle déclaré avec fermeté. Il s'agit de savoir qui a le droit d'exister dans nos villes, et dont la vie est considérée comme jetable au nom du profit. Elia a clôturé l'émission avec une déclaration forte et résolue, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis l'attaque, nous ne demandons pas de charité ou de traitement spécial. Nous exigeons justice. Nous réclamons notre droit de rester dans les communautés que nous avons construites alors que personne d'autre n'y investirait. À la fin de la diffusion, l'équipe a ressenti un sentiment de triomphe prudent. Ils ont présenté leur cause au monde et attendent désormais la réponse. Arrivé plus vite que prévu. Quelques heures plus tard, la police a tenu une conférence de presse d'urgence, rejetant les images comme potentiellement manipulées et alléguant que des agitateurs extérieurs tentaient de déstabiliser la ville. Ils ont annoncé un confinement temporaire du quartier général du district pour des raisons de sécurité et ont cherché à couper l'électricité de manière stratégique dans les zones où des manifestations se formaient. Ironiquement, le chaos n'a fait qu'amplifier l'histoire. Des générateurs de secours ont permis d'accéder aux archives du flux, et les coupures de courant systématiques sont apparues à de nombreux observateurs comme une confirmation de la corruption révélée dans l'émission. Dans la soirée, des policiers en tenue anti-émeute avaient établi un périmètre autour de l'hôtel de ville et des bâtiments du centre-ville appartenant à des sociétés affiliées à Urban Vista. Pourtant, les manifestations sont restées disciplinées et pacifiques, les membres de la communauté se tenant silencieusement, brandissant des pancartes portant les noms de ceux qui ont été injustement poussés hors de chez eux ou arrêtés. Où est Vance, a demandé Cameron alors qu'il surveillait la situation depuis la maison d'Elia, désormais gardée par des volontaires des communautés voisines. Parti, a rapporté Scope via le canal sécurisé. Son jet privé est parti il y a 2 heures, immatriculé auprès d'une société écran des îles Caïmans. Naomi fronça les sourcils. Il court. Non, corrigea Cameron. Il se regroupe. Les rapports ont rapidement confirmé l'évaluation de Cameron. Les médias ont rapporté que Colin Vance était parti pour des affaires prévues auparavant, mais qu'il reviendrait pour faire face à ce qu'ils appellent des accusations sans fondement. Des sources anonymes ont affirmé que son avion se dirigeait vers un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis. À la tombée de la nuit, un soutien inattendu arrive à la famille Cross. 10 responsables de grandes villes ont publié une déclaration commune appelant à une enquête indépendante sur ces allégations. Le FBI a annoncé qu'il examinait les preuves. 3 agents du commissariat se sont manifestés de manière anonyme, confirmant une partie de l'histoire et fournissant des documents supplémentaires. La dynamique semblait changer, jusqu'à ce que Cameron disparaisse. Il était allé vérifier un centre communautaire servant de point de rassemblement aux manifestants. Naomi a reçu un bref texte, tout est clair ici.
Puis silence. Le téléphone de Cameron s'est éteint. Les caméras de sécurité proches de son dernier emplacement connu ont montré un SUV noir avec des vitres teintées et sans plaque d'immatriculation. 4 heures se sont écoulées sans contact. Le système de surveillance d'Amir a capté une augmentation des conversations radio de la police en utilisant un langage codé. Le suivi numérique de Scope a montré que le téléphone de Cameron avait été désactivé, son dernier ping provenant d'une zone industrielle près de la rivière. Ils l'ont emmené, dit Naomi, la voix tendue par la peur et la rage. Les gens devancent. Elia ferma brièvement les yeux, ses lèvres remuant dans une prière silencieuse. Lorsqu'il les ouvrit, sa détermination était indubitable. Ensuite, nous le récupérons. Avec la disparition de Cameron, le leadership revient à Naomi et à Mamira. Ils ont activé le réseau qu'ils avaient bâti au cours des dernières semaines, des bénévoles communautaires, des journalistes sympathiques et même quelques policiers honnêtes qui avaient atteint leur point de rupture avec la corruption. Scope a permis une percée. J'ai accédé au réseau de sécurité d'Urban Vista, a rapporté Scope. Ils utilisent un entrepôt sur River Street, l'un de leurs projets de réhabilitation. Les signatures thermiques montrent au moins 6 personnes à l'intérieur. Naomi savait qu'il leur fallait plus que des bénévoles. Elle a contacté un ancien client qui dirigeait une société de sécurité indépendante composée d'anciens combattants. L'homme doit sa liberté à la défense juridique de Naomi des années plus tôt. Il était désormais prêt à rembourser cette dette. Pendant que Naomi organisait le sauvetage, Cameron était assis dans une pièce vide de l'entrepôt, attaché à une chaise en métal par des attaches. 2 hommes à l'allure militaire le surveillaient, tandis qu'un troisième, visiblement aux commandes, tournait lentement autour d'eux. Vous comprenez la position dans laquelle vous vous trouvez, Cross, dit l'homme sur un ton conversationnel, presque amical. Monsieur Vance est déçu. Il a vu en vous du potentiel à l'étranger. Il pensait que vous aviez le courage d'entreprendre les actions nécessaires. Cameron est resté silencieux, sa formation militaire l'aidant à garder son calme malgré le bleu qui assombrissait sa mâchoire. Nous avons besoin que vous fassiez une déclaration, continua l'homme. Retirez vos allégations. Dites que c'était truqué, manipulé par vengeance. Il se pencha plus près. Si vous faites ça, tout le monde s'en va. Votre père est laissé tranquille. Votre sœur garde son permis. La vie continue. Cameron parla finalement, d'une voix au niveau. Tu penses que ça se termine avec moi? C'est possible. Tu ne comprends pas ce que tu as commencé. Ses yeux étaient fixes. Mon père m'a appris la patience. M'a appris que la justice ne vient pas d'un seul homme. Elle vient de la vérité qui ne peut être enterrée. L'interrogateur se redressa et fit un signe de tête à l'un des gardes, qui s'avança avec un aiguillon à bétail. Tout le monde casse, Cross. C'est juste une question de temps et de technique. Les heures passèrent, des questions, de la douleur, encore des questions. Mais Cameron a enduré pire pendant son entraînement militaire. Il se retira dans la discipline mentale qu'il avait maintenue en vie dans les zones de combat, suffisamment présent pour répondre lorsque cela était nécessaire, tout en étant détaché de la douleur. Ils ont eu recours à des méthodes plus directes lorsque l'électricité de l'entrepôt a été soudainement coupée. Les lumières de secours projetaient des ombres rouges sur le sol en béton. Un garde s'est approché de la fenêtre, mais a reculé lorsqu'un petit objet a traversé la vitre, libérant de la fumée dans la pièce. Ce qui a suivi a été précis et professionnel, une entrée coordonnée via 2 points d'accès. Cameron a reconnu l'efficacité des vétérans des opérations spéciales alors que l'équipe de secours a rapidement neutralisé ces ravisseurs avec une force non létale. En quelques minutes, il a été guidé hors du bâtiment, les attaches coupées, soutenu par 2 opérateurs en équipement tactique. C'est Naomi qui nous a envoyés, a expliqué l'un d'entre eux en l'aidant à monter dans un véhicule qui l'attendait. Votre sœur est un sacré commandant. Cameron parvint à esquisser un sourire douloureux. C'est de famille. Au matin, des images du sauvetage avaient été divulguées en ligne, montrant Cameron conduit hors de l'entrepôt, visiblement blessé mais marchant. La société propriétaire du bâtiment a nié avoir eu connaissance de l'incident. Pourtant, les images de sécurité montraient les mêmes véhicules banalisés qui surveillaient les manifestations entrant dans la propriété. Quelques heures plus tôt, des agents du FBI avaient effectué une descente simultanée dans les bureaux d'Urban Vista et dans l'hôtel de ville. Les informations locales ont capturé des images de cartons de documents retirés, de serveurs confisqués et de plusieurs fonctionnaires escortés menottés. Parmi eux se trouvait l'agent Grigg, criant des obscénités aux caméras tandis que des agents le guidaient dans un véhicule fédéral.
2 jours plus tard, les autorités internationales annonçaient que Colin Vance avait été arrêté dans une petite ville côtière où il possédait un complexe privé. Bien qu'il ait atterri dans un pays sans traité d'extradition, la pression de plusieurs gouvernements a conduit à son arrestation pour crimes financiers transfrontaliers. Cameron regardait les informations depuis un lit d'hôpital, les côtes bandées suite à son épreuve. Naomi était assise à côté de lui tandis qu'il y somnolait sur une chaise proche. La famille a été réunie dans des circonstances que personne n'aurait pu imaginer. Ça a marché, dit doucement Naomi, prenant soin de ne pas réveiller leur père. Ils disent que l'enquête s'est étendue à 3 autres villes présentant des schémas similaires, des groupes de travail fédéraux, des enquêtes du Congrès. Et dans notre quartier, a ajouté Elia, le maire a annoncé un décret d'urgence gelant toutes les expulsions et ventes de propriétés dans les zones touchées en attendant les résultats de l'enquête. Naomi serra la main de Cameron. Ce n'est pas fini, mais c'est un début. Cameron hocha la tête, regardant leur père dormir. Il n'a jamais perdu confiance, ni dans le système, ni dans les gens. Il se tourna vers sa sœur. Pas en moi. Moi non plus, a admis Naomi. J'étais juste meilleur pour le cacher. 6 mois plus tard, le terrain abandonné derrière l'église d'Elia bourdonnait d'activité. Ce qui était autrefois un dépotoir pour les débris de construction présentait désormais un nouvel aménagement paysager, des fondations en béton nouvellement coulées et la charpente d'un bâtiment à 2 étages sortant de terre. Cameron a dirigé des bénévoles déchargeant du bois d'un camion, ces mouvements étant assurés malgré des grimaces occasionnelles lors de virages rapides. Certaines blessures ont guéri plus lentement que d'autres. Ça a l'air bien, Cross, a déclaré la mère d'Aaron en arrivant avec une glacière de sandwichs et de boissons pour les travailleurs. Ton papa serait fier. Cameron hocha la tête pour remercier et jeta un coup d'œil vers l'église où Elia rencontrait les membres de la communauté dans son bureau. Retour à sa routine de conseil et d'organisation, mais maintenant avec une canne toujours à ses côtés. La transformation du terrain en centre communautaire Elia Cross était devenue un symbole de la renaissance du quartier. Ce qu'Urban Vista avait prévu comme des condominiums de luxe devenait quelque chose de bien plus précieux, un lieu de conseil, de distribution de nourriture, de formation professionnelle et de programmes pour les jeunes. De l'autre côté de la ville, Naomi s'est présentée devant le comité judiciaire qui avait autrefois menacé son permis. Maintenant, ils l'ont écoutée attentivement alors qu'elle déclinait leur offre de poste au sein du comité de surveillance civile nouvellement formé de la ville. J'apprécie cette opportunité, leur a-t-elle dit, mais j'ai décidé de me présenter au poste de procureur de district à la place. L'annonce a eu des répercussions au sein de l'establishment politique local. Naomi Cross était devenue un nom connu depuis qu'elle avait révélé le complot d'Urban Vista. Son lancement de campagne a attiré des partisans de tous les quartiers de la ville. Le système judiciaire ne fonctionne que lorsqu'il fonctionne pour tout le monde, a-t-elle déclaré à la foule. Pas seulement ceux qui peuvent se permettre d'acheter de l'influence ou des biens. Tandis que Naomi bâtissait sa campagne, Ellie retourna à sa première vocation. Par un beau dimanche matin, 3 mois après sa sortie de l'hôpital, il se tenait derrière la chaire de son église. Le bâtiment était bondé au-delà de sa capacité, avec des gens debout dans les allées et se déversant sur les marches extérieures. Cameron était assis au dernier rang, regardant son père s'adresser à la congrégation avec le même feu et la même compassion dont il se souvenait de son enfance. Les bleus s'étaient estompés, mais l'expérience avait marqué Elia d'une autre manière, une légère hésitation dans sa démarche, une attention délibérée dans la façon dont il bougeait. Pourtant, sa voix restait forte, retentissant dans tous les recoins du sanctuaire. L'ennemi pensait que les bleus m'arrêteraient, proclama Elia, suscitant des murmures d'accord. Mais les bleus sont la façon dont Dieu marque les survivants. Amin s'est levé de la foule. Nous sommes toujours là, a-t-il poursuivi, toujours debout, toujours en train de dire la vérité. Après le service, alors que les fidèles s'attardaient pour parler avec Elia, Cameron s'est éclipsé. Il se rendit au petit cimetière à la périphérie de la ville où sa mère avait été enterrée 8 ans plus tôt. La tombe était bien entretenue, Elia y avait veillé même pendant l'absence de Cameron. Des fleurs fraîches indiquaient la récente visite de son père. Cameron plaça son propre bouquet à côté d'eux, puis s'assit sur le banc de pierre face à la pierre tombale. De sa poche, il sortit une pile de lettres qu'il transportait depuis si longtemps, chacune encore scellée, conservée dans son enveloppe. Un par un, il les ouvrit, lisant les mots de son père relatant des années d'événements familiaux, de changements communautaires et d'espoir inébranlable pour le retour de son fils. La dernière lettre, écrite quelques semaines seulement avant l'attaque d'Illy, a frappé le plus profondément. Mon fils, la ville change autour de nous,
mais certaines choses restent constantes. Ce matin, je suis passé devant ton ancienne école, maintenant appelée un bureau de boutique, et je me suis souvenu de la façon dont tu m'attendais près du chêne chaque après-midi. Certains jours, je passe par là et m'attends presque à t'y voir, mon sac à dos en bandoulière, prêt à me raconter ta journée. Cette nuit, j'ai rêvé que tu rentrais à la maison, non pas pour fuir quelque chose, mais pour te diriger vers quelque chose. C'était peut-être juste un vœu pieux d'un vieil homme, mais cela semblait suffisamment réel pour être mentionné ici. Votre chambre reste telle que vous l'avez quittée. Ta mère dirait que je suis stupide, mais je crois qu'il faut préparer une place pour ceux que nous aimons, même s'ils ne sont pas prêts à l'occuper. Jusqu'à ce que tu sois prêt, papa. Tandis que Cameron pliait la lettre, les larmes coulèrent librement pour la première fois depuis son retour. Je suis à la maison maintenant, murmura-t-il. Au cours des mois suivants, le quartier a entamé une transformation subtile non pas la gentrification massive qu'Urban Vista avait planifiée, mais une revitalisation authentique portée par les habitants eux-mêmes. Des bâtiments abandonnés ont rouvert leurs portes pour accueillir des commerces de proximité. Les graffitis ont laissé place à des fresques murales sur commande célébrant l'histoire du quartier. Les terrains vagues sont devenus des jardins et des aires de jeu. Amamira a lancé un podcast intitulé Témoins des lampadaires, documentant des histoires de corruption et de résilience. Son premier épisode présentant l'histoire d'Elia a été téléchargé plus d'1 million de fois et repris par les programmes de radio nationaux. Les conséquences juridiques de l'exposition d'Urban Vista se sont étendues bien au-delà de la ville. Les audiences du Congrès ont examiné l'intersection du pouvoir de la police et des intérêts de développement dans les projets de rénovation urbaine à l'échelle nationale. 3 autres villes ont lancé des enquêtes sur des tendances similaires au sein de leurs frontières. Une nouvelle législation a été proposée pour empêcher les tactiques utilisées pour déplacer les résidents. Par une chaude après-midi, 9 mois après que leur famille ait été réunie par la crise, Cameron était assis sur les marches de l'église et regardait les enfants jouer au basket sur le terrain nouvellement installé à côté du centre communautaire. Elia est sorti du bâtiment, marchant prudemment avec sa canne, et s'est abaissé pour s'asseoir à côté de son fils. Marcus est venu aujourd'hui, a déclaré Elia, faisant référence à l'adolescent qu'il avait protégé cette nuit fatidique. Il travaille maintenant au centre et souhaite lancer un programme de mentorat pour les plus jeunes. Cameron hocha la tête, observant les adolescents sur le terrain. Poursuivre ce que vous avez commencé. Quoi? Nous continuons tous, corrigea doucement Elia. Ce garçon m'a dit quelque chose que je voulais partager avec vous. Il a dit, M. Cross, vous ne m'avez pas seulement sauvé. Vous m'avez donné quelque chose en quoi croire. Les mots flottaient dans l'air, un témoignage du pouvoir de rester ferme alors qu'il aurait été plus facile de se retirer. Naomi les rejoignit quelques minutes plus tard, le matériel de campagne caché sous le bras. Amamira est arrivée peu de temps après, matériel d'enregistrement à la main pour son dernier épisode de podcast. Les 4 se sont assis ensemble alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la communauté qui avait presque été effacée. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si tu n'étais pas revenu, a déclaré Naomi à Cameron. Quelqu'un d'autre se serait levé, a-t-il répondu. La vérité ne dépend d'aucun d'entre nous. Elia sourit fièrement à ses enfants. Il regarda le quartier, les familles marchant ensemble, les devantures de magasins repeintes, les parcelles de jardins prenant racine sur des terrains autrefois vacants. La justice ne crie pas fort, dit-il doucement. Parfois, c'est juste savoir que nous sommes encore debout. À la tombée de la nuit, les lumières brillaient chaleureusement dans tout le quartier, les fenêtres où les familles se rassemblaient, les lampadaires illuminant les trottoirs où les voisins se saluaient et le phare lumineux du centre communautaire où une nouvelle génération trouvait sa voie. Le système qui semblait autrefois invincible n'a pas été complètement démantelé. Un tel changement ne se produit jamais d'un seul coup, mais ces mécanismes ont été exposés et son pouvoir diminué par rien de plus compliqué que la vérité exprimée sans crainte. Dans cette simple victoire se trouve le germe de toutes les autres à venir. Quel prix paieriez-vous pour protéger votre maison, votre famille, votre vérité?